évidemment la tentatrice abjecte et la principale responsable d'un crime qui est celui d'enlever un mari à une mère, pas une femme, à une mère de 4 enfants, qui est le prototype de la mère française, dans un contexte surtout où en fait la guerre contre l'Allemagne est proche. Contexte vraiment tout à fait délétère, et elle est traitée en fait quasiment de chienne en chaleur, vieille femme, elle avait 43 ans, vieille femme lubrique, ayant traficotant dans son laboratoire des chaudrons délétères comme elle l'a bravillé, en plus c'est une empoisonneuse, c'est clairement exprimé de la sorte. Et elle a pris pour amant un gigolo qui se sera introduit dans le ménage de Pierre et Marie, de Pierre, pour son ambition scientifique d'arriviste, Dreyfusard. Et donc, puisque Dreyfusard étant déjà entaché des pires desseins démoniaques de la Terre. Donc en gros, une chienne en chaleur avec un gigolo armiste. Mais la plupart des flèches se concentrant sur Marie, qui est surnommée l'étrangère avec un E, exactement comme Marie-Antoinette avait été, et également, il est sous-entendu assez clairement qu'elle est juive, elle n'était pas juive, mais l'auteur prétend qu'il a toutes les preuves du fait qu'elle est juive, et donc c'est la pointe finale, la flèche du parti, si vous voulez. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi j'en étais restée à la légende de Marie Curie telle qu'on me l'avait servie toute petite à l'Orient, quand on m'envoyait au cinéma Aviateur le jeudi, à la salle des fêtes, ou que ensuite quand on m'a expliqué la radioactivité dans les films, et que j'avais pu... oui, dans les 2 films, ceux que j'avais pu voir enfant et adolescente, c'est-à-dire une héroïne sacrificielle, héroïque, c'est Marie Curie, la vie héroïque, si vous voulez, et une femme qui était à la fois géniale, mais qui s'était donnée à corps perdu à la science, qui n'avait pas vécu en quelque sorte, et qui avait quasiment fait don de son corps à la science, puisqu'elle mourait de cette leucémie radio-induite, et voilà. Et moi, ça me paraissait vraiment assez formidable, mais d'un autre côté, tout sauf devenir Marie Curie. D'abord parce que les photos qu'on m'avait montrées d'elle, dans les livres de sciences, etc., d'histoire, c'était l'image des profs de maths que j'avais régulièrement au lycée de physique, au lycée du Puy-de-Dôme, très austère, et je me faisais des prières, Sainte-Anne, parce qu'on était aussi catho, même si on était à l'école laïque, faites en sorte que je vous en supplie, faites que j'ai pas cette prof de maths et physique, et puis bon, je l'avais toujours. Et alors j'étais bonne pour les maux du ventre atroces, la veille des compos, on appelait ça des compos à l'époque, etc. Je me souviens d'une crise de maux de ventre, et je pense que mes professeurs de maths et de physique étaient extrêmement sympathiques, mais voilà. Donc je trouve ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais valider sur des sources que j'estime sûres que cette histoire est vraie, parce qu'en réalité, je ne pouvais pas le croire. J'apprends très vite que c'est vrai. Donc j'achète 2 ou 3 biographies dites sérieuses de Marie Curie, dont une chez Fayard, et l'histoire avait, je comprends très vite qu'elle avait été investiguée un peu et une fois par une biographe américaine qui s'appelle Susan Quinn. Donc là, je suis très intéressée parce que je m'aperçois, en regardant toutes les biographies, j'en achète d'autres, que l'histoire, en dehors de Susan Quinn, est toujours racontée de la même façon. Et c'est-à-dire que chaque biographe de Marie Curie, quel qu'il soit, quel que soit son nom, et vous savez bien qu'il paraît beaucoup de biographies de Marie Curie, reprend l'histoire, et comme un perroquet, et reprend toujours le même développement. Et moi, je ne sais pas pourquoi ces développements me paraissent, en dehors de ce qu'a fait cette américaine,
vaseux. Il y a quelque chose qui cloche. Bon. Donc là, ma mentalité d'universitaire reprend le dessus et je pense archives. Donc je regarde d'un catalogue de la BNF, on peut consulter sur Internet, de quoi sont faites les archives de Marie Curie. Et très rapidement, je m'aperçois qu'il y a la comptabilité de Marie Curie. Et là, j'ai une idée simple. Je me dis, si je veux comprendre une histoire à cette liaison, il faut que je regarde la comptabilité, parce qu'une femme qui prend un amant, nécessairement, son comportement comptable change. Mon Dieu. Une femme amoureuse, elle achète des vêtements. Une femme amoureuse, elle achète, si elle va pas chez le coiffeur, à l'époque, elle achète des chapeaux. Et une femme amoureuse, elle se part, elle s'amignonne, elle se... Bon, et puis, le deuxième point, c'est qu'une femme amoureuse, elle se déplace. Surtout à cette époque-là. Vous savez, l'enjeu magistral de la condition féminine, ça a été sortir de l'espace domestique. C'est le déplacement. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Virginia Woolf qui l'a la première mis en évidence dans ce livre Trois Guinées. Hein, si vous relisez Trois Guinées de... Elle montre bien que les femmes, pendant séculairement, millénairement, étaient restreintes à leur espace domestique, et c'est pourquoi longtemps on a cru, et on a dit, que les livres de femmes, il y avait une écriture féminine qui était de parler des amours et des enfants et de la maison, etc. Mais et les femmes, elles parlaient de ce qu'elles voyaient, comme généralement elles voyageaient extrêmement peu. Regardez aussi pourquoi les Chinois avaient bandé les pieds des femmes, c'était pour empêcher le déplacement, parce que déplacement impliquait adultère, rencontre, et que les conquêtes amoureuses des femmes sont liées à l'exercice du travail hors de l'espace domestique. C'est vraiment extrêmement flagrant. Donc une comptabilité, nécessairement, va, même si Marie Curie travaille, va montrer des déplacements qui ne sont pas nécessairement les déplacements de sa maison à son labo. Parce que dans le labo, si elle a un amant, elle est sous les yeux des autres. Donc comme je sentais malgré tout Marie Curie comme une femme, je l'apercevais déjà à travers les biographies, les documents que j'avais, comme une femme assez plutôt très, très respectueuse d'elle-même, je ne la voyais pas dans des situations scabreuses à son labo. Je ne sentais pas ça d'elle. C'est une femme que j'ai abordée dans cette enquête avec le plus grand des respects. Et mon propos n'a jamais été d'aller sous les draps, c'est de comprendre comment il y avait pu avoir une telle fracture dans la vie de Marie Curie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me passionner parce que il était manifeste que cette ignominie qui a été de la traîner sur la place publique pour la détruire en tant que femme, mais aussi scientifiquement, c'est une véritable ignominie qui lui a été faite, avait pour, comment vous dire, origine des rivalités profondes et une misogynie puissante. Et donc, il fallait que j'assure ça de façon très solide, comprendre les tenants et aboutissants. Et il était incontestable, et il demeure évidemment, que Marie Curie, nous lui devons énormément. Nous lui devons beaucoup. D'abord, nous pouvons lui dire merci chaque fois que nous passons une radio, ne serait-ce qu'une radio des dents, une petite radio banale. Mais nous pouvons aussi lui dire merci quand nous sommes contraints, et malheureusement, d'aller subir ce qu'on appelle une radiothérapie. Mais la radiothérapie, ça sauve des millions et des millions de gens à la surface de la planète. Or, elle a été une fervente propagandiste de la radiothérapie du jour où, avec Pierre Curie, elle avait découvert, avec lui, le radium et les effets bénéfiques sur les tumeurs, à condition d'être bien contrôlée, de la radioactivité. Donc, le but que je me propose en allant dans cette comptabilité n'est pas de chercher des petits secrets scabreux, c'est de... D'abord, je ne trouve
trouvais que il n'y avait pas vraiment de date pour ces liaisons. Moi, j'aime bien les dates. Donc, d'établir les dates de ces liaisons, parce que si vous avez les dates, vous savez ce qui se passe en politique, vous savez ce qui se passe dans le domaine de la science, vous savez où habitent les gens. Si vous savez où habitent les gens, vous savez de quelle distance ils sont voisins. Très important quand il y a une liaison. Vous savez où sont les voisins. Vous savez qui peuvent être les voisins. Et donc, partons d'ici. Vous pouvez éventuellement connaître leur nom. Et vous étudiez par la même les déplacements. Si un déplacement, par exemple, peut être espionné. Et la suite me donnera raison, pour ceux qui ont lu le livre. Donc, si vous voulez, cette notion du déplacement, pour moi, elle est absolument capitale. Dans les éléments qu'on avait, on avait aussi, parce que le lieu où se retrouvaient Paul et Marie était donné par une pièce qui avait été saisie dans des conditions tout à fait illégales, par effraction. Le lieu où s'y retrouvait avait été cambriolé par des personnages à moitié indiques et à moitié travaillant pour la presse à scandale, et ils avaient mis les mains sur les lettres d'amour de Paul et de Marie. Et donc ces lettres avaient été fait partie d'une procédure au chef d'adultère pour Paul et de complicité d'adultère pour Marie Curie, au pénal. À l'époque, Marie risquait une amende très forte et la prison. Et il n'y a aucun doute qu'elle aurait été emprisonnée, puisqu'elle était immensément célèbre. Et donc, ces pièces avaient été conservées de la façon suivante. Elles avaient été citées dans l'horrible journal en question. Et du coup, moi, j'avais l'adresse. 5 rue Banquier. Donc, je suis allée 5 rue Banquier. Après avoir vu avant même d'avoir vu la quota, parce que il fallait que ça a été tout un bazar pour l'obtenir à la BNL. Donc je suis allée à la rue Banquier, donc une première fois, il y avait un code, j'ai pas dû rentrer. La deuxième fois, j'ai fait, je vais rentrer, et j'ai fait le pied de grue jusqu'à ce que quelqu'un rentre. J'ai dit, je peux rentrer. Et je suis rentrée comme dans l'immeuble, il m'a ouvert le code. Et puis, je me suis fait couleur de la muraille, je suis montée au 5e. Alors là, je me suis retrouvée devant les lieux, et je n'avais... Rien dans l'intérieur de l'immeuble n'avait manifestement changé. Dans la cour non plus, tout ce que j'ai décrit dans le livre, c'est ce que j'ai vu. La fontaine, les petits amours, tout ça, c'est, voilà, les dînettes à gauche, le pavé, tout ça à la porte. J'étais très émue quand j'ai monté l'escalier, qui manifestement n'avait pas changé depuis 1710 non plus. Mais je n'ai pas voulu rentrer dans les appartements sonnés parce que je ne voulais pas me découvrir, je ne voulais pas qu'on sache. Et puis je me suis dit, ça ne m'apporterait rien parce que depuis 1910, ce sont maintenant des studios avec une cuisine américaine, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et puis surtout, je travaillais dans le secret. Pourquoi est-ce que je travaillais dans le secret? Eh bien parce qu'à force de lire ces biographies de Marie Curie, je m'étais aperçue soit qu'elles étaient répétitives, elle reprenait toujours la saga de Madame Curie qui était partie, Marie, Manias, Dornstadt, de Pologne, parce que sa sœur, c'était son tour d'y aller, elle avait payé les études de sa sœur, nanana, toujours la même histoire. Et moi, quand il y a toujours la même histoire, je commence à me dire, ça sent pas bon, quoi. Hein. Bon. Et puis, il aurait fallu que j'aille chercher des archives inédites auprès de la famille. Et très vite, j'ai compris que la famille, soit n'en avait pas, soit ne les livrait pas, mais surtout que je serais contrôlée. Parce que les derniers textes qui avaient été produits, manifestement, étaient des textes très sévèrement cadrés. Ça se renifle. Quand on a l'habitude du journalisme, de travailler en histoire, on le voit. Donc je me suis dit, moi, surtout pas la peine. Parce que je ne serai pas libre. Et que cette histoire ne doit pas leur plaire. Et je sentais très bien qu'elle ne plaisait pas, puisqu'elle était niée dans certaines déclarations. Mais niée absolument. Et je sentais qu'il y avait un secret de famille, et je le sentais, je voyais ce poids du secret de famille, parce que, et j'en voyais l'origine, puisque très vite j'ai appris que l'ayant droit principal
est à la fois la petite fille de Marie Curie et elle a épousé le petit-fils de Paul Lagrange. Donc, moi, je trouve que c'est merveilleux, mais ça veut dire que, d'une certaine façon, à un moment, et elle ne le savait pas, au moment au moins de ses fiançailles, c'est pas très très bien ainsi. Donc, à un moment dans l'histoire, il y a eu ce que les psychanalystes ou les psychologues appellent du su non su, c'est-à-dire un secret de famille à pour caractéristique que l'inconscient le sait, mais qu'il y a une barrière, on le nie. Et je me disais que si on ajoutait à ça que le père de la descendante principale, l'ayant droit principal qui donnait les autorisations à la BNF, parce que moi je l'ai l'autorisation, mais apparemment la BNF n'avait pas à me la donner, elle l'a demandé. Et manifestement, quelque part, on l'exigeait. Ce n'était pas les conservateurs qui l'exigeaient. Bon. Donc pour être comme ça un peu compliqué, il y avait un poids énorme. Et qui était aussi sans doute le fait que Frédéric Joliot avait été très très proche, enfin était très engagé dans le PCF dans les années 50. Il y a eu le prix Staline, tout ça c'est très lourd, objectivement très lourd. Donc je peux comprendre que cette vieille dame n'avait pas envie que quelqu'un aille remuer tout ça. Néanmoins, de mon côté, ma position est claire, c'est 105 ans après, il y a prescription, et c'est un événement exceptionnel de l'histoire de France, puisque plus j'avançais dans mes recherches, plus je voyais qu'on avait voulu réitérer l'affaire Dreyfus à travers cette affaire-là. À la veille de la guerre de 14, à un moment où déjà les affiches de la guerre de 14 étaient mobilisées, il n'en manquait plus que la date, qu'il s'agissait d'en découdre avec l'Allemagne, et que les principaux opposants, destructeurs de Marie Curie, car ils les ont détruites en partie, sont des bellicistes, de ceux qui soutiendront évidemment l'assassinat de Jaurès. Hein. Ce sont des gens qui, économiquement, sont des marchands soit de canons, soit comme celui qui a bien organisé le complot au niveau médiatique, ce sont des, comment vous dire, des fournisseurs de l'armée, et qui ont des plantations avec toutes sortes de produits qui servent soit pour l'aliment, pour l'alcool, soit pour les suppositoires, toute autre chose, politique également, membre du Sénat et directeur de journal. Donc on est vraiment dans une configuration qui est passionnante à explorer. Et moi, je veux l'explorer en toute liberté. Donc ça me rend la tâche extrêmement difficile, puisque je dois travailler dans le secret. D'où le fait que je ne cherche pas à me faire voir 50 du banquier. Alors, dans la comptabilité, très rapidement, en regardant évidemment toutes les lignes de la comptabilité depuis la mort de Pierre Curie 1906, le moment où Marie reprend sa compta en octobre 1906, elle a cessé de la tenir pendant quelques mois, entre la mort de Pierre le 19 avril et fin septembre 1906, elle arrête, elle ne peut plus le faire. Puis la force, puis il faut qu'elle prépare reprendre la chair de Pierre en Sorbonne. Donc je reprends tout, parce que qu'est-ce qu'il me faut dans la compta? Il faut que je vois quel est son flot de dépenses ordinaires. Bon, donc elle est très 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 économe. Hein. On peut dire un autre mot, certains le prononcent. Bon, je ne veux pas être désagréable, mais c'est vrai qu'elle est très économe. Elle a néanmoins un certain train de maison, elle a une bonne, une cuisinière, une femme de ménage, une cuisinière et une gouvernante. Alors, je vois aussi à ce moment-là combien d'argent elle peut donner, par exemple, à une bonne ou à la gouvernante. Bon, c'est des francs de l'époque, hein. Donc la bonne, elle donne 40 €, après elle baissera, elle changera, elle mettra 30. La gouvernante, c'est 80. Je vois ce qu'elle dépense pour ses vêtements, elle les fait très très peu. Pour ses chaussures, elles sont rapissées, c'est pas permis. Et vraiment, le président pas de manteau, j'ai une pèlerine, etc., etc. Et à un moment, les dépenses explosent. Où Madame Curie, la très austère Madame Curie, est débordée par son double,
la romantique Mania Skłodowska de Varsovie. Il y a de l'amour. Quand on aime, on n'économise pas un cheveu. Elle, un quart de son salaire d'un seul coup. Voilà, je me dis, ma cocotte. Là-dessus. Voilà. Et puis, je vais donc analyser. Après, je le ferai avec mon mari sous forme de statistiques, des tableaux Excel. Il y a aussi les déplacements de Mania Skłodowska. Il y a des déplacements. Puis un jour, il y a un voyage mystérieux. Alors, soyons rationnels. Voyage M, Biarritz, Royan. Elle fait ça quand même au mois de juin. C'est contente, pas là. Juste l'année universitaire vient de finir. Tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle va à Biarritz et à Royan? Alors, on regarde les lignes au-dessus. Et les lignes au-dessus, il y a sous-vêtements, vaporisateur. Jamais vu Madame Curie. Jamais vu ça, moi. Et il y a des vêtements blancs. Madame Curie en blanc. Madame Curie en blanc. Vous l'avez vu, Madame Curie? Moi, je n'avais jamais vu Madame Curie en blanc. Moi, on m'a vendu à l'école, au lycée, partout, etc. C'est vrai. Voilà. Et je vois même, alors là, je reste pudique et je le resterai jusqu'au bout. Il y a ce que j'ai appelé dans un achat, juste avant le début, mais bon, on est entre gens à la fois éclairés et respectueux. J'ai appelé ça, j'étais quand même obligée de le dire, j'ai hésité, mais je l'ai dit, un instrument de contraception couramment utilisé dans la bourgeoisie éclairée de l'époque. Vous imaginez ce que vous voulez, je n'en dirai jamais plus. Et donc, je me dis, elle ne part pas juste comme ça pour mettre dans la valise, et peut-être pas ça quand même. Mais là, je n'ai pas d'indication. Je ne sais pas, je sais qu'il y a des réparations de vélo. Et après, elle rembourse parce que elle a 2 cahiers de comptabilité. Elle en a un qui est un peu qui est officiel, qu'elle achète au bon marché. Et puis elle en a un autre qui est les comptes avant de mettre sur l'officiel. Et je suppose qu'elle récapitule des comptes de sac. Chaque fois qu'elle achète quelque chose, elle note sur un carnet de compte. Et là, je vois apparaître qu'elle rembourse de l'argent à Grantel. Alors, et un peu plus tard, je vois qu'un an plus tard, il y a B. Et B, ça désigne la rue du Banquier. Comment je le sais? Parce que, pour une fois, elle ne fait pas les ratures. Les ratures de Marie Curie, vous ne pouvez jamais rien lire en dessous. Et là, on lit en dessous. Parce qu'elle n'y renonce pas. On voit rue du Banquier. Dépenses rue du Banquier. Et on voit qu'il y a des mouvements d'argent entre Paul et elle. Et c'était normal, parce que Paul, il était très dépensier. Et très bien mis de sa personne. Et alors, il était... voilà. Donc, à partir de là, j'ai un moment où je peux situer le début de la liaison, puis la location de ce petit local rue du Banquier que je connaissais, etc. Donc après, ce que je vais faire, je vais aller sur les lieux. Je détermine où habite Marie Curie à ce moment-là. Contrairement à ce qu'avaient dit les biographes, elle habite plus du tout boulevard Kellerman, elle habite à Sceaux. Je cherche l'adresse de Paul, il habite à 1,5 km. J'enquête sur l'horrible, atroce famille de Paul. Dans la famille, il y a un monsieur Gendre. Et monsieur Gendre est journaliste. Et monsieur Gendre, je vais pouvoir le pister. Parce que je m'aperçois qu'à un moment, il a fait du chantage financier à Marie Curie, l'année où elle devait avoir le Nobel, et qu'il a reçu très peu de temps après, il a été proposé, accepté d'ailleurs, à la Légion d'honneur. Et là, je me dis, bingo, base Léonore, où il y a répertorié tous les gens qui ont reçu la Légion d'honneur, il y a leur adresse. Je trouve l'adresse de ce monsieur bourgeois. Et il habitait à 500 mètres de chez elle. Et à 300 mètres de la gare, qu'elle prenait et où, à un moment, elle retrouvait Paul. Parce que j'avais d'autres témoignages sur lesquels Paul, il prenait le train, je savais même l'heure du train. Donc, en croisant tout, vous voyez, toute une sorte d'éléments, également des éléments qui étaient dans la presse, puisque la femme de Paul avait fait des déclarations où elle avait lâché beaucoup de renseignements. Donc, je pouvais arriver à
à avoir une tapisserie de plus en plus serrée. Donc dans cette tapisserie, il va bien entendu me laisser rester des trous où j'ai pas de documents. Pourquoi? Parce que Marie Curie a détruit, elle a fait détruire tous les documents qu'elle pouvait connaître sur cette liaison, une fois qu'elle a été, après la guerre, si vous voulez, où elle était quand même, elle a été très salie par cette histoire, hein, puisqu'on l'a traînée dans la boue. Il ne faut pas oublier, ça j'ai trouvé dans la comptabilité aussi, et ça les autres biographes ne l'avaient pas vu, c'est pas lu. Il suffisait de se baisser pour ramasser, mais il fallait éventuellement quelquefois avec la comptabilité numérisée faire un zoom et on voyait les choses. Sa maison a été saccagée, le rez-de-chaussée. Vous voyez ? Et comme j'étais allée dans la maison, je pouvais comprendre une certaine scène racontée par des témoins à demi-mot. Voyez-vous ? J'avais trouvé sa maison à Sceaux, j'avais trouvé la propriétaire et j'avais visité la maison de haut jusqu'en bas. Et il y avait une pièce qui est toujours un peu radioactive d'ailleurs. Pas suffisamment pour un malade, mais et donc c'était la chambre, c'était sa chambre, j'ai vu l'endroit où elle faisait sa comptabilité, le bureau, une espèce de genre de placard un peu large, je dirais. Le jardin, la porte, je pouvais imaginer comment sa maison avait pu être lapidée par la foule qu'on avait rameutée pour lapider sa maison, mais simplement, je ne savais pas qu'elle avait été dévastée, le rez-de-chaussée, seulement quand j'ai vu réparation, vitrier, meubles cassés, à la date, là, je pouvais comprendre qu'il y avait quand même, le secret de famille était énorme, puisque la maison avait été quand même cassée. Mieux que ça, en lisant la comptabilité, je m'aperçois aussi que Marie Curie n'avait jamais eu peur de ces gens-là, puisque même subissant un chantage financier, manquant peut-être de perdre son Nobel, elle avait reloué à ses propres frais un local, rue Bainville, tout près de son laboratoire, et qu'elle avait amignonné en vieux rose. Elle fait des frais de déco. Elle ne faisait jamais de frais de décoration. Mais elle avait acheté des kilim en Pologne, etc. Donc on voyait bien que jusqu'au dernier moment, alors même que on lui avait volé ses lettres d'amour, que les journalistes les avaient trouvées, que la police le savait. Là, je suis allée aussi à l'archive de la police, et son dossier a été bien expurgé, d'ailleurs, très étonnant. La police jouait avec, de gauche, préfet de police de gauche, jouait avec l'extrême droite. Hein. C'est quand même très très étonnant, hein, tout ça. On voulait sa peau, hein, vraiment, elle avait découvert la radioactivité, c'était une femme, elle dérangeait l'establishment scientifique de l'époque, il fallait la renvoyer en Pologne. Complètement dément. Et elle se battait. Donc ça voulait dire que cette liaison, elle la revendiquait. Elle le voulait, son Paul. Elle ne voulait pas le lâcher. Et quand on lisait la lettre d'amour qu'elle a écrite à l'Arquest, là, dans le nord de la Bretagne, ce qui est la plus belle lettre d'amour écrite par une femme à cette époque-là, elle est fantastique, cette lettre d'amour, on voyait bien qu'elle le voulait. Même au cœur de la dépression, de la tourmente, elle le voulait, Paul. Et que son but, ça, à travers les archives, on le voyait très bien, c'était simplement, elle voulait refaire sa vie. C'était une veuve qui voulait refaire sa vie, avec un scientifique qui était très malheureux en ménage et qui lui-même avait un secret dans sa propre vie avec sa femme. Un secret honteux. Et il l'a avoué à Marie un jour, et par un détail, alors ça je ne vous le dis pas parce que c'est ça qui a fait un détail qui rappelait Pierre, dirons-nous. Le coup de foudre a lieu. Tout coup de foudre est le résultat de choses antérieures. Hein. Alors, petit à petit, à travers cette enquête, des lieux, même à la tombe l'ancienne tombe de Pierre et Marie Curie, qui est la plus jolie tombe que j'ai vue de ma vie. Elle se trouve au cimetière de Sceaux. Ils y sont plus, hein. Pierre et Marie sont au Panthéon. Curieusement, à quelques mètres de Paul Langevin, et aussi d'un autre héros du livre qui est Jean Perrin, l'ami des deux, qui joue un rôle. À un moment, il les a protégés, je crois qu'il les a abrités chez lui. J'en suis quasiment sûre, mais comme toujours, quand je ne suis pas sûre, je n'affirme pas. Voyez-vous, je voulais,
en raison, je voulais que ce livre soit presque inattaquable. Je ne peux pas dire que j'ai raison sur tout, mais qu'il soit le plus sérieux possible. Donc, pour cette raison, je n'ai pas pu affirmer, parce que je n'avais pas les preuves dans les archives. Mais plus j'avançais, plus je recroisais, et bien de ces papiers jaunis, austères, de ces échappées qui étaient souvent même austères, hein, quand même, la maison de Marie Curie à Sceaux, c'est du Hitchcock. Hein, oula, on sentait qu'il s'était passé un drame. Même avant d'avoir lu l'histoire de la dévastation de la maison, on sentait. C'était terrifiant, cette maison. Et alors, donc je voyais le personnage. Et j'ai travaillé beaucoup aussi, et j'en finirai là-dessus, sur les photos. Et j'ai examiné tout le corpus des photos de Marie Curie avant, pendant, après. Et à un moment, je me suis dit, mais il y avait un témoignage qui parlait d'elle en blanc. Donc j'ai demandé au musée Curie, avec qui j'ai très très bien travaillé d'ailleurs, très coopératif, des gens formidables, est-ce que vous avez... Je cherche des photos de Marie Curie en blanc, est-ce que ça existe? Et c'est l'illustration même que du principe bouddhiste, ça n'est pas la réponse qui compte, c'est la question. Ils m'ont dit, ah ben oui, on a ça, oui. Oh ben c'est des trucs qui sont dans les caves, hein. Des autochromes très abîmés. Je dis comment des autochromes, des photos de Marie Curie en couleur, mais j'en ai jamais vu. Ah mais si, on en a 3. Ah bon? Mais comment je peux les voir? Ah ben, elles sont numérisées, on vous les envoie. Et là, je vois apparaître cette photo, enfin c'était un élément d'un autochrome, de la couverture, on a obtenu de la mettre en couverture, ou Marie, si vous la regardez de près, regardez cette femme, elle est douce, elle est maternelle, elle est belle, Marie Curie. Elle a une robe blanche. Elle a une robe blanche. Et c'était les robes blanches que j'avais vues dans la Grita. Plusieurs robes blanches. À un moment, d'ailleurs, quelques mois plus tard, parce que je finis par savoir ce qu'elle a fait mois après mois, elle achète bas blanc, chaussures blanches, sac blanc, elle se met tout en blanc. En été, pendant qu'elle a expédié la gouvernante et les filles en vacances. Donc, en fait, Marie Curie, eh bien, c'est une femme qui aime. C'est une femme, je découvre, une femme de chair et d'os. Pas l'icône Saint-Sulpicienne noire, Mater Dolorosa, laïque, qu'on m'avait vendue à l'école et dans les biographies. Je trouve une femme qui aime, une femme qui se comporte comme toutes les femmes qui aiment, passionnément, une femme qui prend des risques, une femme qui n'a pas peur, et une femme qui dépense de l'argent alors qu'elle n'a pas d'habitude d'en dépenser, qui peut même en prêter des sommes considérables à son amant, qui n'en a pas. Il l'aime, il le rembourse l'argent dès qu'il peut. C'est pas du tout un gigolo, et c'est aussi l'un des plus grands scientifiques de l'époque, et je finis par comprendre la clé en déchiffrant le code de leur boîte postale, 3 lettres, 3 chiffres, je ne vous donnerai pas la signification. Et un jour, dans une chambre d'hôtel à Vannes, à force de tourner et retourner ce code, j'ai une intuition, je croise, j'affiche ce chiffre, et c'était un souvenir de recherche sur des manuscrits, ce chiffre était là. Et pas tout à fait le même d'ailleurs. Et la réponse s'affiche, comme dans un film, vous savez, et c'était ça. Et ce code expliquait le fond de l'histoire de Marie Curie avec Paul Langevin. En fait, on va pas donner la signification du code, mais c'était tout simplement que Paul avait connu Pierre avant Marie, c'était un fils de pauvre, et Pierre avait donné à Paul l'idéal de la science désintéressée. Et lui, Paul, qui était là pour être simplement un ingénieur qui allait gagner de l'argent, il avait choisi la science désintéressée parce qu'il était éperdument fou d'admiration pour son maître, et il aimait comme un élève, un étudiant, peut aimer son professeur. Il le trouvait parfait en tout. Marie était arrivée dans la vie de Pierre au moment où lui, Paul, faisait sa propre vie amoureuse, épousait, se laissait marier plutôt à une femme extrêmement vulgaire, sans comprendre le piège dans lequel il était attiré par sa belle famille.
Et puis, Paul devient, dans l'élan scientifique de ces grands découvreurs du XXe siècle, du début du XXe siècle, qui ne sont pas des scientifiques officiels, qui sont des gens des chemins de traverse, des explorateurs hétérodoxes, qui comprennent qu'on peut couper l'atome, qu'il y a de l'énergie là-dedans, qu'il se passe un truc que, ah oui, mais Paul Langevin, il avait quand même découvert 6 mois avant Einstein, E égale MC2. Et il n'avait pas publié par trouille, à cause de Perrin qui lui a dit « tu vas bousiller ta carrière ». Et quand il a vu que Einstein a publié, il n'en a jamais voulu. Au contraire, il est rentré en correspondance avec lui. Vous retrouverez Einstein dans le livre d'ailleurs, qui a été formidable pour Marie Curie. Et il y a aussi les théories sur la théorie des quantas, les prémices de la physique quantique. Tout ça dont l'establishment scientifique ne veut pas, évidemment. Tous ces gens se sont réunis dans ce cercle du temps de Pierre et Marie, se retrouvent boulevard Kellerman, comme ça, des réunions informelles toujours le dimanche après-midi. Marie leur sert du thé à la polonaise et du saucisson au Lita, je le sais, parce que je connais la compta. Toujours pareil. Moi, c'est mon côté, vous voyez, une ménagère de plus de 50 ans, et même de plus de 60. J'ai mon côté là, plan-plan, quoi. Ça a d'ailleurs amusé quand même tout le monde à la maison, parce que me voir faire des additions et des statistiques, on s'est dit, tiens, Irène qui fait jamais de compte, je suis une ménagère assez, je sais toujours ce que je peux acheter, je suis assez raisonnable dans mes achats, mais mais voilà, je suis quand même, j'ai le sens des choses, quoi. Et quand je vois qu'elle a plus le sens des choses, Marie, je peux reconnaître aussi les raisons pour lesquelles elle a plus le sens. Donc, elle était là avec son saucisson et les dates, elle raccommodait ses chaussettes sur le banc, et puis pendant ce temps-là, il parlait d'astrophysique, voilà. Et puis, il prévoyait le prochain voyage en Bretagne, parce que Marie aimait beaucoup la Bretagne, qu'elle avait connue ici, pas loin d'ici, au bout du Finistère. Et il y avait la trace dans la compta du voyage Quimperlé, train Quimperlé aller-retour. Et le vélo aussi dans le train. Ils étaient allés à Pointe-du-Raz en vélo. Pierre et elle. Ah oui, non. Marie et le vélo, c'est quelque chose. Hein. Et donc, si vous voulez, petit à petit, Marie Curie, vous l'avez compris, est devenue un membre de la famille Frein, dans laquelle toute la famille Frein était en adoration. Et donc, j'ai reconstitué cette histoire fantastique, parce que, vous savez, je me suis offert le luxe de vivre avec des gens formidables pendant 18 mois, voilà. Et je me disais, surtout quand il y a eu les attentats de Charlie, là, les premiers, je me suis dit, voilà, au moins, je vais pouvoir, au bout de 2 jours, j'en pouvais plus, je me replonge là-dedans, parce que je vais pouvoir un peu survivre, oublier tout ça, avancer, vivre avec des gens formidables. Et ça, c'est ça que j'ai voulu restituer, et aussi le formidable courage de Marie Curie jusqu'au dernier moment. Et même de Langevin, qui va sacrifier la garde de ses enfants au Nobel de Marie. Elle réussit, finalement, à 1 jour près, dans ce monde où il n'y a pas d'avion, à aller chercher, et de ne pas être huée quand elle le reçoit de la main du roi de Suède. Vous voyez ? Et elle a un formidable courage, parce que pendant ce temps-là, elle a un chantage à l'argent. Elle paye d'ailleurs le journaliste. Elle joue au poker, quasiment, quoi. Elle donne l'argent en disant, quand j'aurai mon 2e Nobel, ils vont être obligés de se taire. Ce qui ne sera pas tout à fait le cas. Et finalement, elle ne s'écroule que quand tout est terminé, aux alentours de Noël, quand elle comprend que cette liaison, cet amour fou, ils ne pourront pas le vivre. Et alors là, ça se termine sur le billard à l'hôpital. Et aussi, ce qui m'a porté pour reconstituer ça, parce que c'est vrai que c'était par moments... Le plus compliqué était de faire oublier le travail pour le lecteur. Parce que vous soyez dans l'énuméré des faits, tels que je les ai découverts. C'est un véritable thriller. Mais j'étais animée par la sensation de la défendre. Je trouvais ça d'une injustice tellement monstrueuse. Et donc, voilà, ça m'a donné peut-être une énergie particulière dans ce livre, je ne sais pas.
Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai beaucoup parlé comme d'habitude. Ce livre la rend humaine, en fait. Hein. C'est une femme Comme nous. Comme nous. Sauf qu'on n'a pas son générique scientifique, mais elle est dans ses pulsions, dans ses rêves. Oui, elle est semblable. C'est une veuve qui était tombée amoureuse d'un homme qui lui avait proposé le rêve de Tosca, marié. Elle vient chez elle, on lui rapporte le cadavre ensanglanté de son mari. C'est atrocissime. Ah oui. Elle a une petite fille de 18 mois, une autre de 6 ans. Elle a le labo sur les reins, aussi sec, on lui confesse ses découvertes. On dit qu'elle n'a rien découvert. Elle sombre dans une énorme dépression et elle donne la place à Madame Curie, le surmoi, et elle étouffe Maria Sklodowska. Pour survivre, il faut qu'elle retrouve toutes ces histoires de radium et de polonium, qu'elle découvre, qu'elle donne la masse atomique précise du radium, etc., les contester de tous côtés. On dit que c'est une vague laborantine de son mari qui est arrivé de Pologne pour profiter de la situation. Déjà, hein, dès 1903, elle a été peinte comme ça. Et donc, et à un moment, c'est Maria Sklodowska qui gagne la partie. Elle veut vivre. Elle a 41 ans. Et après tout, elle en a le droit. Et simplement, une autre femme aurait sans doute pu se remarier, mais parce qu'elle est une femme d'exception et qu'elle défend des théories qui ne sont pas admises et qui s'avèreront justes. C'est un peu l'histoire de Galilée aussi. Eh bien, on lui fait vivre ce calvaire. Et elle, à mon avis, elle s'en est jamais relevée. D'où la destruction des documents. Mais presque dans les derniers moments de l'écriture du livre, j'ai trouvé ses poésies dans son dossier médical. Elles sont mélangées avec le dossier médical à la BNF. Et il y a un poème qui n'est pas d'elle, qui est en allemand, qui est le Liebestraum de Feligrane. Si vous êtes mélomane, vous connaissez le Nocturne numéro 3 de Liszt, qui est inspiré de ce poème de Feligrane, grand poète romantique du XIXe siècle. Elle le recopie en entier sans une rature et elle le met au milieu de ses... Et elle ne le détruira jamais. Donc quand elle ne détruit pas, c'est aussi un signe. C'est-à-dire que ça compte pour elle. À côté d'autres poèmes qu'elle a composés. Alors, les poèmes qu'elle a composés ne sont pas très bons. Moi, je ne suis pas prix Nobel de chimie non plus. Donc, je ne m'étendrai pas. Il y a un joli haïku que j'ai fait traduire du polonais. Et je n'ai pas été étonnée que ce soit un haïku parce qu'elle connaissait, elle avait pour ami proche un grand japonisant. Et il y a ce poème-là qui dit « Brûle d'amour jusqu'à la fin de ta vie ». En gros, le sens du poème, c'est « Il vaut mieux aimer et se brûler que d'être en train de gémir auprès d'une tombe ». Et ça veut dire qu'elle assume cet amour, puisqu'elle recopie ça en avril 1914, au moment même où elle a réussi à faire sortir de terre l'Institut du Radium, qui deviendra l'Institut Curie. Et ça me l'a encore rendu plus proche dans les dernières pages. J'ai trouvé ça formidable, qu'elle assume. Et je pense qu'elle a... Donc, elle avait cherché Pierre en Paul, Paul avait cherché Pierre en Marie. C'est une sorte de triangulation amoureuse posthume et très pure, au nom de la science. Ils ne pouvaient pas séparer l'amour de la science. C'était la science de l'amour et l'amour de la science. Voilà. C'est comme ça que je résumerai cette histoire. Voilà, tout à fait.